Préparez-vous aux fêtes de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. En région, Megève rejoint le giron de la Compagnie du Mont-Blanc. Un mariage de raison qui profite à la station et conforte le pouvoir économique de la compagnie d'exploitation de Chamonix. À 4 jours du premier tour des élections régionales, page spéciale avec Christian Deville, informations pratiques, rappel des listes et coups de projecteur sur cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis le festival d'Autran s'ouvre ce soir, 38 films en compétition sur le thème des cimes sonores. Thierry Machado, chef opérateur et membre du jury, sera avec nous en direct du Vercors. Juste après le Journal des Alpes, Carole Gessler prendra le relais avec l'édition nationale avec un titre principal, avec la fermeture de 3 mosquées connues pour leur radicalisme dans le Rhône et en région parisienne. Dernière opération en date ce matin à Lagny-sur-Marne. Des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence. Le 19-20 qui reçoit également Manuel Valls ce soir, Premier ministre. Mais tout d'abord, dans les Alpes, cet accident mortel survenu ce matin à Notre-Dame-du-Cruet, en Maurienne. Un ouvrier a été happé par une conduite d'eau sur un chantier en amont d'un barrage. L'homme est décédé, il a été retrouvé en fin d'après-midi. Frédéric Lefrançois, Didier Albrand. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, travaillait pour une entreprise de Saint-Jean-de-Maurienne chargée de remplacer une conduite forcée sur une microcentrale électrique située sur la commune de Notre-Dame-du-Cruet. L'accident s'est produit ce matin aux alentours de 11 h dans des circonstances qui restent à déterminer. L'ouvrier a été littéralement aspiré dans cette canalisation d'un diamètre approchant les 80 cm. Entre son point haut et sa partie basse, la canalisation court sur 3,5 km et c'est à mi-chemin, aux alentours de 17 h, que le corps sans vie a été retrouvé. Ce sont plus de 30 sapeurs-pompiers, dont des spécialistes en spéléologie, qui ont été mobilisés lors de ce secours. Le procès des meurtriers présumés de Kevin et Sofiane se poursuit aux assises de l'Isère avec la 3e journée d'audition des accusés. Et ce soir, les révélations d'Ibrahim Camara, l'un des accusés, sur les responsables des coups de couteau de la rixe mortelle. Jean-Christophe Solari, Franck Serroni. C'est un coup de théâtre qui a secoué la salle d'audience derrière le huis clos de ce procès. Ibrahim Camara, l'un des 3 accusés qui comparaît libre devant la cour d'assises des mineurs, avait promis de parler. Cet après-midi, il était interrogé à son tour sur le fond de l'affaire et il a nommé les porteurs des coups de couteau sur Kevin et Sofiane. Le deuxième porteur de coups de couteau, ce serait Constant Mukala-Vétu. C'est une vraie révélation. Une vraie révélation. Sur le rôle de chacun, il a été plus précis. Sur Nader Amandeli, il aurait porté des coups de couteau en tenant la capuche de Sofiane Tadbir. C'est des détails dont il se souvient 3 ans après. Ce qui est étonnant, Sofiane Tadbir portait effectivement une veste à capuche ce jour-là. Nous avons pu le vérifier à partir des scellés. Ibrahim Camara accuse aussi Ilyes Tafer d'avoir porté des coups à l'arme blanche. Ilyes Tafer qui venait à l'époque des faits de purger une peine de prison pour avoir poignardé un vigile de supermarché. Mais s'agissant de Constant Mukala-Vétu, les suspicions étaient faibles, il comparait libre. Il n'a pas été cité par les autres accusés au cours de l'instruction. Alors pour son avocat, en faisant ces révélations, Ibrahim Camara ne cherche qu'à se disculper. Il se pose en accusateur public, il compte les points chez les autres, en se disant que lui, il va s'en sortir. Donc c'est là où on voit la limite de son système de défense, parce qu'il ne se rend même pas compte qu'en se posant comme le témoin privilégié des faits, à quelques mètres des faits, nous donnant des détails qu'il nous donne pour la première fois, il est plus qu'un témoin. Il est, et il devient pour moi, l'un des principaux accusés de l'affaire. Ibrahim Camara qui est encore questionné ce soir. Après lui, 3 accusés doivent encore être interrogés demain, et notamment Ilyes Tafer. Il pourrait bien avoir envie de parler. Dans l'actualité du jour également, la plainte déposée par une adolescente victime d'une agression par 15 jeunes, c'était dimanche dernier, au centre commercial Grand Place de Grenoble. Ce groupe de jeunes l'a roué de coups pour lui voler son téléphone portable. Les précisions sur notre site France 3 Alpes.
La compagnie du Mont Blanc s'offre Megève. L'opérateur de Chamonix, premier exploitant français en termes de chiffre d'affaires, va investir dans les remontées mécaniques de Megève et son domaine skiable. Un accord effectif depuis hier dans lequel chacun y trouve son compte. Ingrid Pernet-Duparc, Serge Lorette. Le constat était clair pour la municipalité de Megève. Un parc vieillissant, des remontées mécaniques à renouveler et une faible capacité d'investissement. Depuis janvier 2015, la commune et la compagnie du Mont Blanc ont donc entamé les négociations. Ce qui a été discuté dans les projets, c'est 80 millions d'investissements qui sont prévus dans les années à venir sur notre domaine skiable. En proposant à la compagnie du Mont Blanc la délégation de service public de son domaine skiable, la station de Megève rentre désormais dans la grande stratégie du leader français des remontées mécaniques. Après la reprise du domaine skiable des Ouches, la compagnie du Mont Blanc s'étend désormais à tout le périmètre Mont Blanc. Le fait d'avoir un délégataire privé, il ne faut pas que ça effraie qui que ce soit, parce que toute la force de la collectivité, elle est dans ce que va imposer la collectivité à son délégataire. Et je pense qu'on a sûrement des exigences plus pointues et plus rigides avec un délégataire que ne peut l'avoir un maire avec une SEM dans laquelle il est PDG. Pour Madame le maire, c'est un peu le soulagement, même si les opérations et montages restent encore à négocier. Pour l'opérateur de Chamonix, c'est bien plus qu'un partenariat commercial et un engagement financier important. C'est une expérience inoubliable. Nous, l'idée, c'est ça, c'est de dire on a le produit, on va vous vendre ce produit-là et vous allez vivre une expérience globale. Vous allez commencer à Megève, notamment l'été, venir ensuite à Chamonix pour voir la haute montagne. Et l'hiver, le produit ski de Megève, en fait, est différent, puisque c'est du ski plus relié, est différent de celui qu'on offre à Chamonix. Et donc, on va essayer de faciliter les transferts entre les deux pour que les gens aient une expérience complète autour du Mont Blanc. C'est ce qu'ils appellent Mont Blanc Unlimited, une sorte de package qui vise la clientèle sportive et internationale de Chamonix et l'atout shopping et authenticité de Megève, une stratégie globale touristique à l'échelle du pays du Mont Blanc. Nous vous l'annoncions hier, c'est reparti pour un tour de polémique sur le dossier de l'A480 en Isère. L'autoroute souvent saturée qui contourne Grenoble devait être élargie sur décision du Premier ministre. Mais le maire de Grenoble, Éric Piolle, a écrit à Manuel Valls pour demander la suspension d'un projet qu'il juge anachronique. Il n'en fallait pas plus pour faire bondir la droite locale. Jordan Guéant, Fleury-Nébat. Grenoble, c'est montagne et son autoroute saturée. L'A480, une tache sur la carte postale. En août, pourtant, un décret du Premier ministre annonçait son élargissement en 2 fois 3 voies. Un décret aujourd'hui contesté par le maire de Grenoble. Éric Piolle a écrit à Manuel Valls. Voilà, on est là au cœur de la COP21 depuis lundi et on pointe cette incohérence. En pleine COP21, à 4 jours des régionales surtout, l'occasion était trop belle, quitte à raviver la polémique. Il y a plein de choses à faire pour améliorer la circulation, mais encore une fois, ne ratons pas les enjeux. Le deuxième gros enjeu, c'est le conseil régional qu'il porte avec l'amélioration des voies ferroviaires, des trains du quotidien. C'est le report sur le tramway, c'est le covoiturage. Et de pointer du doigt le coût du projet, 300 millions d'euros pour un élargissement sur 7 km. Une fausse excuse pour la droite, vent debout. Ça va coûter 300 millions d'euros, financés intégralement par les sociétés autoroutières. Donc ça ne coûtera rien aux collectivités, ça ne coûtera rien aux contribuables. Et l'autoroute, et cette portion restera gratuite. Améliorer les conditions du contournement de Grenoble, c'est permettre au trafic de transit de ne plus passer par la ville. C'est donc moins de pollution dans la ville et plus de capacité de développer les modes doux. Des travaux moins coûteux sur l'échangeur du Rondeau, voilà l'alternative souhaitée par la mairie. De grandes assises de la mobilité en janvier, telle est l'annonce du conseil départemental. De quoi définitivement relancer la guerre sur le dossier A480. Les élections régionales arrivent à grands pas. Vous avez peut-être déjà reçu l'enveloppe électorale pour le premier tour, dimanche prochain. D'ici là, chaque soir, nous ouvrirons une page spéciale avec Christian Deville. Bonsoir Christian. Bonsoir Daniel.
Alors, un sentiment tout d'abord, ces élections régionales semblent passer totalement inaperçues entre les attentats et la COP21. Je me trompe ? Ah non, exactement, et c'est bien dommage, Daniel, car les régions ont vu récemment leurs compétences élargies grâce à la fameuse loi NOTRe, qui a également défini les nouveaux contours de cette collectivité. Alors j'espère que vous savez tous que la région Rhône-Alpes et la région Auvergne ne formeront plus qu'un seul ensemble, avec comme capitale, pour l'instant provisoire, Lyon. Alors quels seront les pouvoirs de nos futurs conseillers régionaux ? La réponse en images. Une nouvelle carte des régions avec des compétences plus précises. En plus de la gestion des lycées, des ports, du transport avec les routes, les aéroports, les TER, la région aura dorénavant un rôle moteur dans l'aménagement du territoire et le développement économique. Les 13 régions joueront les chefs d'orchestre pour mettre en mouvement les autres territoires. Aujourd'hui, elles ont la possibilité d'élaborer des schémas d'aménagement qui auront un certain caractère obligatoire pour les autres collectivités. C'est la région qui dorénavant va piloter et orienter les aides aux entreprises, tout comme elle sera l'unique interlocuteur de l'Union européenne pour distribuer les fonds européens. Elle aura également la main sur la formation professionnelle, mais aussi sur les transports scolaires. C'est plus clair parce qu'avant, les régions pouvaient tout faire. Les régions ont vraiment une mission. Elles sont un territoire de mission économique, scientifique, culturelle, sociale, c'est-à-dire une mission d'avenir, de progrès, de stratégie industrielle, de développement et d'organisation du territoire. Et on compte sur elles pour la création d'emplois en même temps que la politique industrielle de l'État. C'est à partir du 31 décembre que ces nouvelles compétences seront exercées par les régions. Voilà pour les compétences des régions. Puis un rappel, pour ces élections, Christian, nous sommes bien en présence de 9 listes. Oui, c'est un scrutin de liste à 2 tours avec une tête de liste régionale, mais ensuite des listes par département. Alors 9 listes, vous l'avez dit, sont en liste depuis qu'une dixième, les voix de Savoie portées par les régionalistes a été invalidée. Donc reste donc Jean-Jacques Kéran, PS émergé, Laurent Wauquiez, LR UDI Modem, Christophe Boudot, Front National, Jean-Charles Collas, Europe Écologie Les Verts, Parti de gauche, Cécile Cukierman, PC Front de gauche, Chantal Gomez, Lutte ouvrière, Gérard Rambaud, Debout la France, Alain Fedel, Union populaire républicaine, Éric Lafont, 100% citoyen. Alors 100% citoyen, c'est une liste de centristes qui jugent les positions de Laurent Wauquiez beaucoup trop à droite. Oui, ils n'ont pas accepté l'accord passé entre Laurent Wauquiez, l'UDI et le Modem. On écoute tout de suite Éric Lafont, la tête de liste régionale. On voit bien combien nos concitoyens sont déçus, fatigués, exaspérés par les pratiques politiques. Donc il faut changer ça et il faut amener des solutions et des nouvelles. Nous, on a la conviction que ces idées, elles existent. Elles sont dans l'espace modéré. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de solution aux extrêmes. Désigner des boucs émissaires, que ce soit l'Europe, la finance, l'immigration, n'apporte aucune solution. Alors, eux apportent des propositions plutôt originales. J'en cite 2. La réalisation d'un nouveau transport à grande vitesse entre les grandes villes, nommé l'Hyperloop. C'est un train sur coussin d'air. Et puis, l'ouverture des lycées toute l'année. Les explications d'Éric Lafont. Il y a un problème majeur qui est que beaucoup de lycéens échouent après le bac. Il y a un enjeu qui est de les orienter mieux. On a un outil à l'échelle de la région qui sont les lycées, dont la région est propriétaire. Ces lycées, on va les ouvrir, effectivement. C'est une autre philosophie, c'est diversifier l'accès à la connaissance, au savoir, à l'information, faire participer à la vie des lycéens des acteurs économiques, des ONG, le monde environnemental, culturel. Le tout avec pour objectif de diversifier les chances des lycéens, de mieux s'orienter derrière et donc de mieux réussir collectivement. Et puis l'actualité aujourd'hui de cette campagne, c'est la mise en examen du président de SOS Racisme pour violence conjugale, 18e sur la liste iséroise de Jean-Jacques Kéran. Le président de SOS Racisme, Rhône-Alpes, Amartune, a été mis en examen pour violence sur conjoint et viol. Il a été placé sous contrôle judiciaire, mais laissé libre. Amartune, qui est en instance de divorce, clame son innocence tout en s'étonnant du timing de cette affaire. La plainte de son épouse date en effet du mois d'octobre. Il évoque donc le contexte politique, les élections régionales. Et à la veille de ces élections, Christian, nous avons choisi de vous emmener à la découverte des pays qui vont constituer notre nouvelle région, AURA, c'est-à-dire Auvergne, Rhône-Alpes. Ce soir, oui, donc coup de projecteur sur les Baronnies dans la Drôme. C'est l'un des 9 parcs régionaux de la future grande région. Reportage Hugo Chaplon, Stéphane Yvon. Des paysages de cartes postales.
Une nature luxuriante et des habitants qui, ici, vous diront que le soleil brille 400 jours par an. Le parc naturel régional des Baronnies provençales recèle de trésors naturels. Une terre désormais protégée et des atouts mis en valeur comme sa gastronomie et la fameuse olive de Nyons, une AOP moteur pour le rayonnement de l'entrée sud de la région. C'est de l'image, c'est de l'identité, c'est également un soutien pour la valorisation des produits du terroir, pour le tourisme, faire venir plus de touristes sur Nyons, sur tout le territoire des parcs régionaux naturels. 1500 km², 86 communes, 37 000 habitants. Financé à 60% par la région, le parc naturel des Baronnies provençales vient de fêter ses 1 an. Et la naissance de la grande entité administrative devrait bénéficier à son développement. Avec les recompositions territoriales, un territoire comme les Baronnies provençales, sans ce label-là, n'existe pas. Donc il est fort important d'être regroupés collectivement pour avoir accès à des financements, pour pouvoir prétendre à certaines opérations que l'on n'aurait pas si on n'était pas regroupés. Mais au pied du Mont Ventoux, à la frontière de la région PACA, se sentir auvergnat-rhône-alpin ne coule pas de source pour les habitants des Baronnies. Regardez-moi ce Ventoux, il est beau là-bas. Je crois qu'il ne faut pas se mentir. Notre économie est tournée vers le Vaucluse. Regardez l'accent que j'ai. Il est quand même un peu du côté du Vaucluse. Alors c'est vrai que c'est un peu ambivalent parce que économiquement, de cœur, on va toujours vers Avignon, vers Vaison-la-Romaine, vers Carpentras, mais administrativement, on n'est pas. Donc finalement, on est schizophrène, mais on y arrive à s'habituer. Et peut-être que ça nous a donné encore une puissance, une envie de montrer qu'on existait dans une région où finalement, notre vocation naturelle n'était pas d'y être. La future grande région comptera le plus grand nombre de parcs naturels de France, 9 au total. Et avec celui des Baronnies, un petit parfum de Provence pour nos voisins auvergnats. On dirait même le Sud chanterait certains. Alors pour terminer cette page spéciale, Christian, rendez-vous ce soir sur notre antenne avec le grand débat et la présence des 4 principales têtes de liste. Oui, ce débat a été enregistré cet après-midi dans nos locaux de Lyon. Il sera diffusé à 22h50 sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. Débat très animé, vous verrez, qui réunit le socialiste Jean-Jacques Kéran, le républicain Laurent Wauquiez, l'écologiste Jean-Charles Collas et le frontiste Christophe Boudot. Merci à vous, Christian Deville, et à demain. Ce soir, c'est également l'ouverture du 32e Festival international du film de montagne à Autran, en Isère, avec 38 films en compétition cette année, mais également des rencontres littéraires, humaines ou sportives. Thème de cette nouvelle édition, les cimes sonores. Françoise Gay, Dominique Sommet. Installez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et venez vivre une expérience inédite. Le cinéma sans l'image, mais avec le son. C'est avant tout une invitation à l'écoute. C'est de faire ressentir aux gens qu'avec le son, justement, on va se créer des images. Donc c'est un travail sur l'imaginaire, sur la mémoire auditive des gens. Crissement de la neige, lamentation du vent et des bourrasques, ou encore étonnant chant des pierres, capté ici dans le Vercors, juste avant la chute d'une écaille. Cimes sonores, une thématique originale pour cette 32e édition. Un hommage au grand oublié du cinéma, la prise de son. Le son, c'est un peu le parent pauvre, surtout dans le documentaire, en fait, quand on voit que les équipes sont de plus en plus restreintes. On a relevé en fait les films qui traitent le son, et on en a beaucoup autour de nous, qui traitent vraiment le son de façon particulière. Soit des réalisateurs qui ont travaillé leur bande sonore, soit vraiment des films qui se construisent vraiment autour d'univers sonores particuliers. Et bien sûr, la plupart du temps, avec le son, il y aura de l'image. Une 40aine de films en compétition, des expositions, des rencontres, des débats.
Et pour s'aérer, après le bruit des salles de cinéma, le traditionnel festitrel, un cross à travers les paysages enneigés de ce petit coin du Vercors, l'occasion de retrouver le silence de la montagne. Et nous partons justement en montagne à Autran pour retrouver Thierry Machado, chef opérateur, et c'est l'un des jurys de ce festival du film documentaire et de la montagne. Bonsoir. Alors vous êtes au chef opérateur, je le disais, sur des grands films, Loup et Le Dernier Trappeur de Nicolas Vanier. Vous travaillez également avec Jacques Perrin, Le Peuple migrateur par exemple. Est-ce que pour vous, le film de montagne, c'est un genre en soi ? Oui, tout à fait. J'ai participé aussi au film de Rémi Thésier qui s'appelait Au-delà des cimes, un film sur Catherine Destivelle tourné à Chamonix. Et effectivement, il montrait que le cinéma de montagne a une vraie place dans le cinéma. Par ses décors, par ses personnages étonnants, il y a une richesse infinie. Alors, 38 films à décrypter, ça fait des journées denses. Comment vous en sortez-vous pour tout voir ? Alors, on s'en sort. C'est la première journée, première journée avec toute l'équipe. On est enfermé dans une petite salle qui nous est dédiée. Et on a 3 sessions, une le matin, une l'après-midi et une le soir, qui va commencer dans quelques instants. Et là, on visionne les 38 films de la sélection. Et après chacun des films, on délibère. Pour l'instant, ça se passe plutôt très très bien parce que ça fait assez l'unanimité sur ce qu'on vient de voir. Alors le thème cette année, ce sont les cimes sonores. Vous êtes plutôt à l'image. Opérateur, ça veut dire derrière la caméra. Et c'est plutôt la lumière qui vous intéresse. Comment vivez-vous cette masse de son autour de vos oreilles cette année à Autran ? Je trouve ça plutôt très très intéressant parce que je fais partie aussi des gens qui pensent que le son direct en documentaire peut amener une vraie diversité, une richesse dans la narration même du film, dans les ambiances. Et donc je milite avec notamment Emmanuel Hachette qui est l'ingénieur du son avec qui je travaille beaucoup. On milite dans ce sens-là, donc je suis ravi que le festival ait pris cette option cette année. Et nous aussi, nous sommes ravis. Merci à vous d'avoir répondu en direct d'Autran et bon festival à vous, Thierry Machado. 3e volet de notre série sur l'activité sismique dans les Alpes. Nous allons voir ce soir comment les géologues scrutent les mouvements des plaques tectoniques qui bougent sous nos pieds, les tremblements de terre qui viennent en fait d'Italie et qui sont accompagnés d'un phénomène très redouté, l'effet de site qui amplifie les ondes dans les grandes villes des vallées. Renaud Gardette, Dominique Semet. Dans la Chartreuse, sur le mont Rachet, les scientifiques scrutent le moindre mouvement du sol. Mickaël Langlois travaille à l'Observatoire de Grenoble pour l'Institut des sciences de la Terre. Au bout de ce chemin, à l'intérieur de la montagne, cachés dans des anciens entrepôts de l'armée, des capteurs extrêmement sensibles enregistrent le moindre mouvement terrestre. À titre d'exemple, on va les séismes de magnitude 2 ou 2.5 qui ont lieu vers Barcelonnette, on arrivera à les visualiser sur ce capteur. Évidemment, le séisme de magnitude 5 qui a eu lieu là-bas, on l'a eu, mais aussi les séismes comme celui du Japon ou ceux du Chili. Dans les Alpes, ces capteurs repèrent un séisme chaque jour, de faible intensité, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas les ressentir. Avec ces enregistrements, la carte des séismes se dessine. Au cœur des massifs, de nombreuses failles apparaissent. Pierre-Yves Barre est chercheur. Il est à l'origine de la nouvelle carte de la sismicité en France. Alors, ça tremble déjà modérément dans les Alpes, mais il y a des endroits où ça tremble plus que d'autres. Par exemple, sur cette carte de sismicité, vous voyez on voit beaucoup de séismes sur un alignement qui va de l'Ubaye, de la région de Barcelonnette, Sud-Briançonnais, le long de la frontière avec l'Italie, jusqu'à Chamonix. Et puis, on voit aussi un autre alignement de séismes entre Chamonix et Annecy en très gros, et d'Annecy jusqu'au sud de Grenoble dans le Vercors. Aujourd'hui, presque toutes les failles sont observées de près. Pour les scientifiques, petit à petit, les paysages alpins évoluent à un rythme très lent.
par exemple. Il y a des plaques tectoniques qui bougent à la surface de la Terre. Et nous, dans les Alpes, on est à la limite en fait, entre la plaque européenne et la plaque africaine. Cette plaque africaine remonte de quelques centimètres par an vers l'Europe. Mais au niveau des Alpes, il y a une petite plaque qui est accrochée à la plaque africaine, qui est la plaque italienne. Et elle, par contre, se rapproche de l'Europe de quelques millimètres, voire peut-être que d'1 millimètre par an. Et c'est ces mouvements qui vont faire accumuler de l'énergie dans les roches et qui, par moment, lorsqu'il y a trop d'énergie, est libérée sous forme de séismes. À côté de Grenoble, à 7 km sous la terre, une faille est très observée, la faille de Beldon. Les sismologues redoutent un phénomène particulier. La ville repose sur des sédiments, un sol souple, plus dangereux en cas de séisme. Vous avez la faille ici, le remplissage sédimentaire ici, et les ondes sont émises sur la faille. Vous voyez le front d'onde dans le rocher qui va très très vite et beaucoup plus lentement à l'intérieur des sédiments. Là, dans le rocher, il n'y a plus rien, les ondes sont parties, mais à l'intérieur des sédiments, ça continue à résonner parce que ça a été piégé et ça fait des allers-retours entre les bords de vallée. Autrement dit, des secousses plus longues et plus fortes en pleine ville. Prochain épisode de notre série, quels sont les risques? Comment s'adapter dans une zone sismique? Ainsi va l'actualité dans les Alpes. Merci de votre attention. Excellente soirée à vous.